au moment où triomphe le romantisme dans les années 40, arrive un courant de réalisme. Alors jusqu'à présent, les tableaux que je vous ai montrés, il fallait aller au Louvre, mais à partir du milieu du 19e siècle, c'est le musée d'Orsay qui enchaîne. Et il faut peut-être rappeler une chose. En 1839, l'appareil photo est inventé. Vous réagirez comment en tant qu'artiste? Peut-être vous avez un petit peu une crainte. Peut-être les portraitistes peuvent l'être un peu inquiets parce que c'est beaucoup moins cher de se faire tirer le portrait par un photographe. Et évidemment, c'est plus pratique. Vous n'avez pas besoin de poser très longtemps. Pour une photo, c'est quelques minutes. Au début, c'était quand même long. Et évidemment, on peut vous reconnaître, et on peut reconnaître comment vous êtes habillé, de quel tissu sont faits vos vêtements. Mais évidemment, on ne peut pas savoir de quel tissu, de quelle couleur est le tissu. On peut retrouver le côté tactile, mais pas la couleur, et pas la couleur de vos yeux non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent du domaine du peintre. Et évidemment, il y a un problème de société au milieu du 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Maintenant, on est arrivé au Second Empire et évidemment, Napoléon III se vante d'avoir redonné de la prospérité à son peuple. Oui, ça concerne la ville, mais pas la campagne. Il y a une réelle exode à ce moment-là. Beaucoup de paysans abandonnent leurs fermes, n'ayant plus les moyens de faire vivre leur famille. Et c'est justement à ce moment où il y a un public très friand de paysages. Et évidemment, notre Millet rentre dans cette école qu'on appelle l'école de Barbizon. Alors, il n'est pas tout seul, il est un des premiers à s'installer à Barbizon, mais il y a Corot, il y a Diaz, il y a Daubigny, il y a Rousseau. Et ce sont des artistes qui disent « Nous, on préfère l'école des beaux-arbres à l'école des beaux-arts ». Et ça veut bien dire ce qu'on entend. Comment pouvez-vous représenter la nature tant que vous êtes dedans? Or, vous avez 15 000 tableaux au Louvre, peut-être même un peu plus. Vous avez des milliers de paysages, puisque le paysage, en tant que sujet indépendant, existe depuis le XVIIe siècle. Mais où peignait-on? Toujours dedans, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Dehors, on dessinait. Et pourquoi donc? Mais parce qu'on n'avait pas les moyens matériels. La peinture était encore vendue dans des pots, et si vos pots sont vides, vous pouvez aller chez le marchand, vous n'avez pas besoin d'un nouveau pot, juste quand vous donne la quantité nécessaire, on vous la donne dans une vessie d'un animal. C'était surtout le porc qu'on utilisait, peut-être le plus résistant. Et donc, on ouvre votre vessie à la maison. Vous coupez la vessie, vous transvasez ça dans vos pots. C'est impossible à transporter dehors, vous concédez. C'est un Américain qui s'appelait John Gough Rand, qui, dans les années 40, se trouvait à Londres. Il trouvait ça très bizarre que ces Anglais qui aiment tant la nature, pourquoi ils vont jamais aller dehors pour peindre? Oh, c'est que ça, un problème matériel. Il a inventé la peinture en tube, une révolution. Et vous savez que les Français, la maison Lefranc, qui existe toujours, s'est jetée pour acheter le brevet et a même amélioré le système parce qu'à l'origine, les tubes étaient fermés par un bouchon rétractable. Mais un bouchon à vis, c'est beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'on pouvait ranger ces petits tubes dans un coffret et les sortir dehors. Et évidemment, l'école de Barbizon est considérée comme les prédécesseurs de la peinture de plein air,
avec la différence que eux, ils ramenaient toujours leurs tableaux dans l'atelier pour les rendre exposables. Dehors, on peut faire une esquisse peinte, dedans, on les finit. Alors, je dois vous décevoir, Millet n'a quasiment jamais peint dehors. C'est bizarre, hein? Mais lui, il avait un besoin vital d'y être. Il dessinait tout ce qui donne un tiers de ciel, 2 tiers pour la terre. Millet n'est pas un paysan, mais il a passé des vacances à la campagne chez sa grand-mère. Et mon amie Christine, qui va vous faire la quête du réel, c'est pour ça que je ne peux pas trop empiéter sur son domaine à elle, elle va vous montrer l'Angélus. Et voilà, vous allez voir que la composition est similaire, horizon très haut placé, parce que Millet privilégie la terre. Il s'intéresse à ce qui se passe entre l'homme et la terre. Et évidemment, dans ce tableau des glaneuses, une petite pensée pour Agnès Varda. Qu'en pensez-vous? Hein? Elle a fait quand même un documentaire sur les glaneuses et je trouve que malheureusement, notre époque actuelle ressemble beaucoup au 19e siècle. D'accord, en ville, ça se passe plutôt fouillé dans les poubelles. À l'époque, ces glaneuses étaient le sous-prolétariat des paysans, c'est-à-dire plus pauvres que les paysans. Et les glaneurs avaient juste le droit de passer sur les champs au coucher du soleil. Et entre le moment où la récolte était déjà remportée et jusqu'à la tombée du jour, on les laisse ramasser ce que les paysans ont oublié. Et on sait que et vous voyez ici les paysans leur récolte, elle est opulente. Hein. Chez les glaneuses, c'est beaucoup moins, pour dire quasiment minable comme récolte. Les paysans dépassent un tout petit peu l'horizon et il y en a un. Alors il faut que je vous le montre parce que c'est pas évident. C'est le contremaître à cheval. Vous voyez, il y a une hiérarchie dans le genre paysan. Il y a vraiment les prolétaires, ensuite il y a les paysans et il y a le contremaître qui les a à l'œil d'ailleurs. Hein. Et eux, ils dépassent un peu l'horizon, mais les glaneuses, c'est sous terre que ça se passe. Et vous avez 3 femmes penchées. Il y en a une qui se baisse. Il y a une qui ramasse. Il y en a une qui se lève, qui est en train de se lever. Hein? Alors vous faites ça 3 fois et vous avez mal au dos, rien qu'à les regarder. Et effectivement, notre Millet les a beaucoup observés dans leurs mouvements. Nous, on pense qu'il n'y a peut-être pas eu 3 modèles, un seul suffirait puisque elle peut mimer les 3 moments d'un même mouvement. Et elle crée 3 arches dans le tableau qui trouvent quand même un écho avec les meules à l'horizon et qui rappellent la composition des Horaces. Et c'est pas anodin parce que vous savez que notre Millet avait une grande admiration pour Poussin. Et Poussin, c'est un peintre du classicisme. Et évidemment, vous avez aussi 3 visages occultés par des fichus. Vous voyez qu'il y a 3 fichus, 3 couleurs, et c'est pas n'importe lesquelles, c'est les 3 couleurs primaires. Et ce bleu est très proche du bleu Poussin. Et il leur donne une ampleur à ces femmes. On aurait pu s'attendre à un documentaire qui nous révolte, d'accord ? Mais est-ce que c'est révoltant de les voir ? On a de la compassion, mais on n'est pas révolté par cette scène. Au contraire, on est touché et on les trouve belles, ces femmes. Elles sont dignes. Et vous voyez notre Millet, comme réaliste,
Il est réaliste, mais il n'est pas activiste. Et son tableau n'a pas de message social, mais beaucoup plus humaniste. Et en cela, vous allez voir qu'il est différent de Courbet qui va suivre. Je voulais juste vous dire que c'est ce Millet qui a été le père pour Van Gogh. Millet est admiré aussi par Seurat, par Odilon Redon, qui vraiment le mettent sur un piédestal. Et c'est vrai que Baudelaire n'aimait pas beaucoup les tableaux de Millet. Il était même très méchant. Il disait « Ces paysans ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, ils me donnent envie de les haïr. » Franchement, elles n'ont pas une haute opinion d'elles-mêmes, hein, non? Mais voilà, ça c'est Baudelaire. Baudelaire aime le mouvement, aime les couleurs vives, aime la passion. Évidemment, là, il n'y a pas de passion. Et Van Gogh disait que c'était le guide en tout. Et Van Gogh disait aussi, pour grandir, il fallait rentrer dans la terre d'abord. Alors, évidemment, dans la quête du réel, on vous reparlera entre autres de ce tableau, mais moi je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ce tableau gigantesque, vous voyez bien que 3,61 m sur 5, presque 6 de large, c'est quand même beaucoup trop grand pour une scène de genre. Vous savez que les tableaux de Millet pouvaient faire scandale au salon, non pas parce qu'elles étaient mal peints, non, pas du tout. Même le sujet pouvait passer, mais on ne comprenait pas comment ils pouvaient donner autant d'importance à des gens si humbles. Maintenant, une scène d'atelier, c'est une scène de genre, mais peint sur si grand format, c'est se moquer de la peinture officielle. C'est ne plus respecter la pyramide des genres. Et en plus, il se met en plein milieu dans son tableau. C'est vrai, c'est un atelier, il peint. Mais pourquoi il représente les gens à gauche? Est-ce qu'il regarde le tableau? Franchement, non. Hein? Alors, c'est peint d'une manière très réaliste. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Napoléon III, déguisé comme un braconnier, ait jamais mis le pied chez Courbet? La scène n'est pas du tout réelle. Du côté gauche, Courbet parle de tout ce qu'il est, tout ce qu'il déteste, de la politique et aussi des gens qui vivent de la mort. En fait, c'est une allégorie, ce tableau, de cette année de sa vie d'artiste et moral. Et de ce côté-là, il va vous présenter des amis. Vous savez que c'est grâce à Bruyas qu'il peut se permettre de faire une exposition à ses propres frais en parallèle au salon. Parce que vous ne pensez quand même pas qu'on va exposer ça au salon. Hein. Et donc, il y expose aussi, entre autres, l'enterrement à Ornans. Tout ça, vous allez l'apprendre la prochaine fois. Et donc, dans ce tableau, Courbet parle de tout ce qu'il aime. Parmi ses amis, il y a le violoniste, il y a un philosophe socialiste qui est Proudhon. Il y a évidemment en face de l'empereur, comme dans une balance, il y a Champfleury qui va défendre le réalisme parce que c'est un écrivain réaliste. Et vous avez aussi un poète qui est quand même Baudelaire. Alors, je voulais vous poser une question. Qui en dehors de l'artiste regarde vraiment le tableau? Il y a le modèle. Le modèle, alors, c'est pas étrange. Le modèle étant nu aurait raison d'y être si Courbet était en train de la peindre, mais c'est pas le cas. Donc, normalement, c'est elle la regarder. Maintenant, elle devient regardeuse, on peut dire ça, regardeur. Et le problème, c'est que quand vous vous mettez là où elle est, vous ne pouvez pas voir le tableau. Qui, en dehors de l'artiste, regarde vraiment la toile, le tableau dans le tableau? L'enfant. Et cet enfant, il est trop petit pour savoir lire et écrire.
Et vous savez que là, je suis entièrement d'accord avec Courbet. Ils savent beaucoup mieux que nous regarder les tableaux. Faites-moi confiance. 3/4 de nos conférences, on les fait avec des gamins. Ils nous montrent toujours tout ce qu'on n'a pas vu. Et c'est extraordinaire. Et c'est vrai que parfois c'est un peu bruyant, ça remue un peu. Nous, quand on les prend en charge, ils sont beaucoup moins bruyants. Hein. Et effectivement, ce sont les visiteurs de demain, les regardeurs de demain. Et c'est vrai qu'il faut commencer tôt. Picasso l'a dit, je n'ai jamais peint comme un enfant. Il m'a fallu toute une vie pour faire comme eux. Matisse a dit, il faut regarder toute la vie avec les yeux d'enfant. Mais aussi, on ne peut pas expliquer l'art, sinon ce serait une science, mais on apprend à regarder, c'est comme une langue étrangère. Et voilà, c'est un manifeste. Mais avec ce tableau-là, Courbet nous annonce quelque chose. Le triomphe du paysage à venir. Et je vous dis encore un petit secret. La prochaine fois quand vous irez, vous allez chercher le fantôme dans l'atelier. Vous savez qu'il y a un fantôme ? Elle est là, cette femme que Baudelaire ne voulait pas qu'on voit. Vous distinguez vaguement un visage de femme ou pas ? C'est un peu difficile, hein ? Mais allez-y, vous allez la repérer. En fait, il y avait Jeanne Duval. Et Baudelaire, le jour du vernissage, il savait qu'il allait y être, mais il ne savait pas du tout que Jeanne Duval allait y être. C'était sa maîtresse et il ne voulait pas que ça soit étalé aux yeux de tout le monde. Et il dit à Courbet, tu vas me l'effacer vite fait, hein ? Alors Courbet ne peut pas prendre une gomme et l'enlever, mais il l'a fait disparaître derrière une couche de peinture. Et ça s'appelle un repentir en peinture. Et moi, j'appelle ça une leçon pour la vie. On ne peut pas les faire disparaître comme ça, les maîtresses. Et allez à l'exposition du modèle noir, je veux vraiment que vous y allez. Hein. Et vous verrez un magnifique tableau, un peu déroutant de Manet, qui la représente d'une drôle de manière. Et vous savez que vraiment, elle revient à la surface de plus en plus. Normalement, il faut une radiographie pour voir ça.